Donc, comme je le disais, bienvenue à cette séance en écohydrologie. Je m'appelle Audrey Maheu, je suis professeure au département des sciences naturelles à l'UQO et chercheuse à l'ISFOR. Mais aujourd'hui, dans la séance en écohydrologie, premièrement, dans la présentation, je vais faire un peu un survol des travaux en écohydrologie que mes étudiants effectuent. Et vous allez voir, il y a trois de mes étudiants aussi qui présentent dans la séance d'aujourd'hui, donc Mathieu, Thibault et Ariel. Donc, dans ma présentation, je vais vous donner un avant-goût de certains des projets de recherche, mais il faut rester et écouter leur présentation si vous voulez vraiment le détail. Donc, en espérant que ça vous incite à rester pour toute la séance d'aujourd'hui. Donc, commençons. Les changements climatiques, on sait, c'est un enjeu pour la gestion de nos forêts, mais aussi de nos rivières, de nos lacs et de nos villes. Donc, c'est vraiment une question importante sur laquelle il faut se pencher. Et en fait, beaucoup des répercussions des changements, les impacts des changements climatiques touchent à l'eau. Donc, par exemple, avec les changements climatiques, on s'attend à avoir des changements dans les régimes de précipitation un peu partout sur la planète. On s'attend aussi à avoir un assèchement de l'atmosphère. Donc, plus l'air se réchauffe, plus il peut contenir de l'humidité, qui fait qu'on va avoir tendance à avoir une diminution de l'humidité relative de l'air avec le réchauffement des températures. Et tout ça, et cet assèchement atmosphérique-là va avoir un impact sur tout ce qui touche l'évaporation, que ce soit l'évaporation de l'eau au sol, l'évaporation en lac et la transpiration par les arbres, qui est une autre forme d'évaporation. À ces changements climatiques-là, une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toute une gamme de perturbations locales qui ont oscillé sur le territoire. Souvent, c'est des perturbations existantes. On peut penser, par exemple, à la récolte forestière, la voirie forestière ou des changements de composition forestière qui ont aussi un impact sur l'hydrologie locale. D'autres types de perturbations locales importants, ce sont les changements d'utilisation du sol, comme l'urbanisation et la création de grandes surfaces imperméables qui vont nécessairement changer le cycle de l'eau locale. Et finalement, on peut aussi penser en rivière qu'on a des perturbations aussi importantes qui modifient l'écoulement de l'eau, comme les nombreux barrages qu'on trouve sur notre territoire. Donc, les changements climatiques viennent se superposer à ces perturbations locales-là du cycle de l'eau. Et tout ça vient affecter les écosystèmes, que ce soit des écosystèmes forestiers ou des écosystèmes aquatiques. Et c'est en fait dans mon laboratoire, les travaux de recherche qu'on fait, c'est essayer de mieux comprendre comment différentes perturbations viennent modifier le cycle de l'eau et ensuite comment ça peut venir impacter les écosystèmes. Donc, c'est les travaux en écohydrologie qu'on fait dans mon laboratoire. Donc, les premiers travaux que je vais vous présenter aujourd'hui touchent au changement climatique. Ce sont les travaux de ma stagiaire postdoctorale Cybèle Cholet, qui s'est intéressée à la manière dont les changements climatiques viennent affecter la disponibilité de l'eau dans les forêts de l'Outaouais. On s'est intéressé à cette question-là parce que les changements climatiques modifient différents flux hydrologiques et on essayait de comprendre c'était quoi comment la somme de toutes ces perturbations-là des flux hydrologiques allait affecter la disponibilité en eau. Donc, un des premiers flux hydrologiques qu'on s'attend à ce qu'ils soient modifiés avec les changements climatiques, ce sont les précipitations. On s'attend à une légère augmentation des précipitations, ce qui pourrait sembler un bon signe pour la disponibilité en eau pour la végétation, mais en fait, on s'attend aussi à ce que les précipitations soient concentrées en événements extrêmes. Donc, on s'attend à avoir des grandes pluies entrecoupées de longues périodes sèches entre ces événements extrêmes-là. Donc, on a voulu étudier qu'est-ce que ça impliquait pour la disponibilité en eau pour les arbres. Et ensuite, je l'ai mentionné, avec le réchauffement des températures, on va avoir un assèchement atmosphérique. Et ça va venir favoriser l'évaporation et donc le retour de l'eau vers l'atmosphère. Donc, on s'est intéressé un peu à l'effet intégrateur de ces différentes perturbations-là et on a évalué comment ça venait affecter l'humidité du sol. Pour faire ça, on a utilisé un modèle de surface qui s'appelle CLAS. Un modèle de surface, en fait, c'est une description physique de tous les flux hydriques qui ont lieu dans une parcelle de terre donnée. Donc, on regarde les flux hydrologiques entrants, comme les précipitations, et tous les flux hydrologiques sortants, comme l'évaporation, mais aussi les écoulements.
À ce modèle-là, on donne en intrant des données climatiques. Donc, on a donné en intrant des 8 simulations climatiques donc, qui simulent l'impact des changements climatiques pour 2 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Un scénario relativement optimiste, le RCP 4.5, et un scénario qu'on appelle souvent business as usual, le RCP 8.5, donc un scénario plus pessimiste. En sortie de ce modèle-là, ce qu'on obtient, c'est la teneur en eau du sol, que nous, on a ensuite converti en potentiel matriciel, qui donne une meilleure idée de la disponibilité en eau pour la végétation. Donc, le potentiel matriciel, ça représente le travail que doit fournir la végétation pour aller extraire l'eau dans la matrice de sol. Donc, c'est un indicateur plus intéressant quand on s'intéresse à la végétation. Donc, on a simulé le potentiel matriciel de 1981 à 2100 à une résolution de 1 km pour tout l'Outaouais. Et à partir de ces données-là, on a compilé 2 indices pour évaluer comment le stress hydrique allait être amené à évoluer avec les changements climatiques. On a évalué la sévérité du stress hydrique. Pour ça, on a regardé le 95e percentile du potentiel matriciel. Donc, on s'est intéressé ici aux extrêmes qu'on peut avoir en termes de stress hydrique. Ensuite, on a évalué la durée du stress hydrique. Tout ça, c'est pendant l'été. Et donc, pour la durée du stress hydrique, on s'est intéressé au nombre de jours où le potentiel matriciel dépasse 9000 hectopascales. Et pour vous donner un peu de contexte, le point de flétrissement, qui est un stress hydrique sévère, a lieu à 15 000 hectopascales. Donc, en fait, on a évalué l'occurrence de conditions de stress hydrique moyen, si vous voulez. Et ensuite, ce qu'on a fait, on a utilisé la méthode Delta pour évaluer les changements occasionnés par les changements climatiques. Et donc, on a fait la différence dans la durée et la sévérité du stress hydrique pour la période de 2071 à 2100, donc à l'horizon 2080, et une période de référence de 1981 à 2010, donc en climat actuel. Donc, si on regarde ce que ça donne en climat actuel, donc voici, dans le fond, la sévérité et la durée du stress hydrique simulé pour tout l'Outaouais. Ici, vous voyez la moyenne des différents modèles climatiques. Et on peut voir qu'en climat actuel, on a déjà un certain stress hydrique dans les forêts de l'Outaouais. Et en termes de sévérité et de durée de stress hydrique, on voit que c'est plus important principalement dans le sud de l'Outaouais. Si on regarde maintenant le principal résultat qui nous intéresse ici, comment les choses vont être amenées à changer. Donc, ici, je montre comment le delta sévérité et le delta durée, donc comment la sévérité et la durée du stress hydrique va changer entre un horizon futur en 2080 et un climat contemporain. Et ce qu'on peut voir, on a calculé qu'en moyenne, le changement, on aurait une augmentation de 33 du stress hydrique à travers l'Outaouais et une augmentation moyenne de 158 de la durée du stress hydrique. Donc, on peut voir que l'augmentation de la sévérité du stress hydrique touche particulièrement les régions, le nord de l'Outaouais, qui étaient des régions où on avait relativement peu de stress hydrique en climat actuel, si vous vous rappelez la slide précédente. Et en termes de durée, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt le sud de l'Outaouais, donc les endroits qui étaient déjà stressés en climat actuel, où on observe la plus grande augmentation de la durée du stress hydrique. Si on décortique ça un petit peu plus en détail, donc ici, je présente l'histogramme qui montre la durée du stress hydrique en climat actuel. Vous noterez sur l'axe des Y une échelle logarithmique. Donc, en climat actuel, il y a à peu près 60 de l'Outaouais qui a moins de 4 jours de stress hydrique par été. Et il y a 1 de l'Outaouais qui a plus de 20 jours de stress hydrique en climat actuel. Si on prend chacune de ces barres de l'histogramme de fréquence-là et qu'on regarde l'évolution en climat futur, ce sont les 2 graphes que je viens de présenter que je vais décortiquer un peu. Donc, si par exemple, on regarde cette barre-ci où on a moins de 5 jours de stress hydrique en climat actuel, on peut voir que l'augmentation dans la durée du stress hydrique va, d'un point de vue relatif, avoir une augmentation relativement faible si on compare au reste de l'Outaouais. Par contre, pour ces sites-là, on a une augmentation importante de la sévérité du stress hydrique.
hydrique. Donc, on peut conclure que la sévérité augmente surtout pour des sites actuellement peu stressés. À l'inverse, si on s'intéresse de l'autre côté de l'histogramme, aux endroits où on a actuellement plus de 25 jours de stress hydrique, on observe, on prédit en fait que la durée du stress hydrique va augmenter considérablement, mais que la sévérité du stress hydrique stagne. On n'a pas des grandes augmentations de la sévérité du stress hydrique. Donc, ça montre qu'il y a vraiment une variabilité spatiale dans l'impact des changements climatiques sur la disponibilité de l'eau dans le sol et que l'augmentation de la durée de la sévérité du stress hydrique n'a pas lieu aux mêmes endroits en Outaouais. Donc, on pourrait penser qu'on voudrait peut-être considérer ces zones-là de manière différente dans la gestion des forêts. On s'est ensuite regardé c'était quoi les déterminants de cette variabilité spatiale-là. Et en fait, on a utilisé des arbres de régression pour faire ça. Et ce qui ressort, c'est parmi les variables qui déterminent le plus l'augmentation de la sévérité de la durée du stress hydrique, en fait, ce sont des caractéristiques qui touchent au sol. Donc, en premier lieu, la profondeur du sol, qui joue un rôle important sur les conditions de stress hydrique projetées, et ensuite la texture du sol. Donc, ça montre bien l'importance d'avoir, premièrement, des bonnes cartes de sol pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le territoire et que ces caractéristiques de sol-là sont très fortement reliées aux conditions de stress hydrique. Donc, on sait que la disponibilité en eau est amenée à changer, est amenée à diminuer en Outaouais. C'est quoi les pistes de solutions qui peuvent s'offrir à nous face à cette disponibilité en eau réduite-là? Une des options en aménagement forestier qui s'offre à nous, c'est l'éclaircie forestière. Ça a beaucoup été mis de l'avant. Il y a plusieurs travaux aux États-Unis qui ont été faits à ce sujet-là. Et c'est le sujet de la maîtrise de Thibault qui s'intéresse à différentes intensités d'éclaircie et il évalue comment ça vient affecter la transpiration des arbres selon l'intensité d'éclaircie. Donc, il présente aujourd'hui, donc vous aurez la chance d'entendre un petit peu plus en détail ce projet-ci. Si vous vous souvenez, au début de ma présentation, j'ai parlé que l'impact des changements climatiques sur l'hydrologie forestière se superpose à des perturbations locales. Et en fait, il y a beaucoup de travaux dans mon laboratoire qui s'intéressent justement à ces perturbations locales-là, notamment au changement d'utilisation du sol. Donc, ici, ça, c'est un projet, encore une fois, qui a eu lieu en Outaouais, effectué avec Sylvain Delagrange, où on a quantifié toute une gamme de services écosystémiques notamment l'infiltration de l'eau dans le sol. Et c'est celui-ci que je vais présenter aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné des grandes zones forestières, urbaines et agricoles. Et dans chacune de ces trois zones-là, on a ensuite sélectionné des sites avec un couvert arboré et un couvert herbacé, ainsi que des sites situés à proximité d'un cours d'eau et dans un milieu qu'on dirait plus intérieur, donc éloigné d'un cours d'eau. Donc, on avait 18 sites à travers tout l'Outaouais où on est allé mesurer l'infiltration de l'eau dans le sol. Ce qu'on a observé, si on regarde les résultats de cette étude-là, c'est que c'est l'utilisation du sol, donc les grandes zones forestières, agricoles et urbaines, était le principal déterminant du taux d'infiltration et qu'on avait un taux d'infiltration de 2 à 3 fois supérieur en milieu forestier. Donc, une des choses importantes qui ressort ici, c'est que la présence d'un couvert arboré, que ce soit en milieu urbain ou en milieu agricole, ne permettait pas de réatteindre, si vous voulez, les niveaux d'infiltration qu'on avait dans les grandes zones forestières. Et à l'inverse, dans ces grandes zones forestières-là, si on avait juste un couvert herbacé et pas de couvert arboré, on était quand même capable de conserver un taux d'infiltration assez important. Donc, ça montre un peu l'importance de garder ces grandes zones forestières-là pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Puis l'infiltration de l'eau dans le sol, c'est d'intérêt notamment face à des précipitations extrêmes où on préfère que l'eau s'infiltre dans le sol plutôt que de ruisseler à la surface et rejoindre les cours d'eau très rapidement, ce qui augmente le risque de débordement de ces cours d'eau. Ensuite, dans les autres perturbations locales qu'on regarde dans mon laboratoire, il y a l'envahissement par le hêtre des érablières. C'est le projet de maîtrise d'Ariel qui s'intéresse à comment ce changement de composition-là qu'on observe dans certaines érablières vient affecter les différents flux hydriques, notamment la transpiration par les arbres et l'interception des précipitations.
L'idée, c'est de comprendre est-ce que le être vient modifier le bilan hydrique et donc accroître la compétition, par exemple, pour les ressources en eau. Donc, Ariel présente tout ça aujourd'hui. Vous aurez la chance de l'entendre un peu plus en détail, son projet. Et finalement, l'autre perturbation locale que mon étudiant Mathieu étudie, ce sont les petits barrages. Donc, on se dirige en fait, plutôt que de travailler en forêt, on travaille vraiment les deux pieds dans les cours d'eau ici. En fait, les petits barrages, on en trouve une multitude au Québec, plus de 6500 petits barrages à l'échelle de la province. Et on connaît très peu leurs impacts. Donc, Mathieu s'est intéressé à cette perturbation-là, qui est souvent dans les grandes zones forestières. On retrouve aussi une multitude de petits barrages. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et Mathieu a évalué l'impact des petits barrages, dans son cas, sur la température des cours d'eau. Donc, vous pourrez aussi l'entendre dans la séance d'aujourd'hui, parler un petit peu plus de son projet et de ses résultats. Donc, pour conclure ma présentation, aujourd'hui, j'ai parlé de l'impact des changements climatiques sur l'hydrologie forestière. Donc, j'ai montré les résultats en Outaouais qui montraient une disponibilité en eau réduite et qu'on avait une forte variabilité spatiale dans l'impact des changements climatiques, avec une augmentation de la durée du stress hydrique et de la sévérité du stress hydrique, mais à des endroits différents. Donc, ça, c'est un des premiers résultats. Ensuite, j'ai parlé que l'impact des changements climatiques se superpose à des perturbations locales. J'ai montré qu'il y avait une infiltration réduite de l'eau en milieu urbain et agricole. J'ai mentionné ensuite qu'on s'intéressait à des questions de changement de composition et l'effet des petits barrages sur l'hydrologie locale. Et c'est les présentations que vous pourrez voir dans le reste de la séance. Et finalement, comme piste de solution, parce que c'est important aussi de ne pas juste s'intéresser à caractériser des problèmes, il faut aussi penser à des pistes de solutions. Une des pistes de solution face à une disponibilité en eau réduite, c'est l'éclaircie forestière. Et Thibault va présenter ses travaux à ce sujet pour voir si cette approche-là semble une approche intéressante pour nos forêts ici. Donc, merci de votre attention. Je pense que je vais avoir le temps pour prendre quelques questions. Oui, merci beaucoup, Audrey. On va définitivement pouvoir prendre le temps pour quelques questions. Pour éviter des problèmes hier, pour m'assurer qu'on ne perde pas des questions, si vous avez une question, n'hésitez pas à allumer votre caméra puis de lever la main. Comme ça, je vais m'assurer de pouvoir vous voir que vous avez une question. Donc, j'ouvrirai le plancher pour savoir s'il y a des questions pour Audrey Maheu. Vous pouvez également les inscrire dans le chat. Donc, Sébastien Meunier qui a une question. Vas-y, Sébastien. Oui, bonjour Benoît. Merci Audrey pour la présentation. Très intéressant comme mise en bouche. Par rapport au suivi des petits barrages, je ne sais pas si dans vos projets de recherche actuels ou futurs, vous regardez aussi l'impact des étangs temporaires de castors sur le système, autant que ce soit le réchauffement de l'eau que des risques de bris au niveau du système de transport routier. Donc, tout notre réseau de voirie par le cumul finalement des barrages temporaires qui finissent par lâcher avec le temps puis qui amènent des coûts d'eau importants. Ça risque d'augmenter aussi en lien avec les précipitations qui seraient plus sous forme d'événements violents. Est-ce que ça fait partie de vos analyses ou des choses qui sont sur le radar? Sur le radar, mais pas de, disons, à court terme, pas de projet sur ça, sur ces petits barrages-là de castors-là. Je pense qu'une des choses qui serait intéressante, ce serait de comparer, vous allez voir, Mathieu compare des petits réservoirs avec des lacs naturels. Je pense qu'on aurait pu ajouter une comparaison avec des étangs, des barrages créés, non pas par les humains, mais par des castors, mais on ne l'a pas fait. Donc, je sais que c'est une question importante dans la région, ça revient toujours, mais ce n'est pas sur notre échéancier à court terme, mais ça serait quelque chose qui serait intéressant de regarder, je suis d'accord. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. On a une autre question là, de Daphné Bernier. Oui, bonjour. Super intéressant comme présentation. Moi, je me demandais en fait si l'impact des changements climatiques, comme tu as montré, ça avait été étudié pour les milieux humides, parce qu'on en a quand même pas mal qui sont importants pour la biodiversité. Je me demandais si, vu que c'est une dynamique différente des forêts, si tu avais une idée là, de comment ça va évaluer.
Oui, on ne l'a pas fait dans mon laboratoire parce que tu as raison, c'est vraiment une dynamique différente. Donc, je pense pas qu'on peut transférer ça directement. Puis, je ne connais pas de gens qui l'ont fait au Québec ici. Donc, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant à faire. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'on s'attend à avoir des étiages plus marqués dans nos cours d'eau avec les changements climatiques. Donc, on pourrait s'attendre à ce que les niveaux d'eau dans les milieux humides baissent aussi. Avec peut-être moins de zones inondées, par exemple, en plein étiage à l'été. Donc, on pourrait s'attendre à ça. Puis, on s'attend aussi à avoir une augmentation des événements de précipitation extrêmes, donc peut-être plus de fluctuations, donc des grands remplissages de milieux humides suivis d'assèchement des milieux humides. Ça serait mon hypothèse que je mettrais de l'avant, mais je ne connais pas vraiment de travaux qui ont fait ça ici au Québec, en tout cas. Peut-être aux États-Unis, mais pas ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daphné, pour ta question. Puis on va prendre une dernière question de M. Daniel Picard qui demande « Audrey, sur quoi vont porter tes prochaines recherches? » Ben là, je pourrais vous dire toute ma liste de souhaits sur tous les travaux que je voudrais entreprendre, mais dans les projets il y a 2 projets qui s'en viennent, qui sont financés. Un premier, c'est regarder l'impact de l'envahissement par le hêtre. Donc, on a un gros projet qui s'en vient sur ce sujet-là qui va avoir lieu à Kennok. Donc, regardez, on continue un peu les travaux d'Ariel et essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'envahissement par le hêtre dans les forêts de l'Outaouais. Et l'autre projet, c'est dans les pistes de solutions. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais dans les pistes de solutions, la biodiversité est souvent mise de l'avant comme une manière de gérer le risque face au changement climatique. Et je vais avoir un projet de doctorat qui va commencer en collaboration avec Christian Messier, où on va aller mesurer l'effet de la biodiversité sur la transpiration et l'interception des précipitations, donc aux plantations AIDEM de Christian Messier. Donc ça va commencer à l'automne. En fait, ça va être le projet de doctorat de mon étudiante à la maîtrise en ce moment, Ariel. Donc ça, c'est les effets de la biodiversité sur l'hydrologie. C'est dans les prochains travaux qui s'en viennent de mon côté. Super. Merci beaucoup, Audrey, pour ta réponse et merci beaucoup, M. Picard. N'hésitez pas, là, ceux qui ont des questions, ça peut être intéressant aussi là, d'ouvrir votre caméra et de la poser directement. Donc, la prochaine fois, là, je vais vous donner la parole là, pour ceux qui ont des questions. Si vous préférez juste laisser dans le chat, il n'y a pas de problème également. Donc, merci beaucoup, Audrey, pour cette introduction matinale sur le sujet du thème d'éco-hydrologie. Et je vais inviter maintenant Thibault André-Alphonse à se joindre à nous et à partager son écran. Comme Audrey l'a mentionné, Thibault, c'est un étudiant de maîtrise qui est plus sur la fin de sa maîtrise en ce moment, puis qui va nous présenter ses travaux sur l'efficacité de l'éclaircie forestière à diminuer la compétition pour les ressources en eau en forêt tempérée. Donc, je te cède le plancher. Ouais. OK. C'est bon? Oui, on voit bien. Tu peux juste partir ta diapo. Et quand tu es prêt, la parole est à toi. OK. OK, parfait. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Thibault André-Alphonse. Je suis étudiant à la maîtrise en biologie à l'ISFOR et je vais vous présenter mon projet de recherche qui s'intitule Comment l'éclaircie forestière affecte-t-elle la transpiration des érables rouges? Donc, je vais aussi vous refaire une petite introduction rapide, comme l'a fait Audrey, sur les changements climatiques. Donc, comme on l'a vu, que ce soit au niveau global ou au niveau régional, on a des augmentations de température, des augmentations de la sévérité et de la durée des sécheresses, des augmentations du nombre de jours consécutifs sans pluie. Et le dernier point, c'est une augmentation du déficit de tension de vapeur. Donc, pour faire simple, c'est une augmentation c'est l'atmosphère qui s'assèche. Les conséquences de toutes ces augmentations sur les forêts, c'est l'eau qui va être beaucoup moins disponible dans le sol et pour les arbres. Et de ce fait, la compétition entre les arbres elle va être forte. Et ça va aussi entraîner des hausses de transpiration pour ces arbres. Et une des pistes de solution pour contrer ce manque de disponibilité de l'eau, ce sont les éclaircies forestières. Donc, les éclaircies forestières, pour faire simple, c'est on coupe certains arbres et techniquement, ça va faire profiter les arbres qui sont toujours en place dans les parcelles. Donc, il y aura une diminution de la compétition
et ça devrait aussi augmenter la disponibilité de l'eau dans le sol. Donc, nous, on a trouvé ça pertinent de mener une étude qui va étudier la transpiration de ces arbres afin d'observer leur réponse à différents types d'éclaircies forestières. Et dans un premier temps, je vais vous introduire à deux petits concepts que nous avons développés dans cette étude. Donc, pour approximer notre transpiration des arbres, on a utilisé le flux de sève. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le flux de sève, pour faire simple, c'est le transport de nutriments depuis le sol vers la partie aérienne des arbres. Et là on va voir le déplacement de la sève brute, par exemple. Et l'autre point que l'on a regardé aussi, c'est la variation radiale de ce flux. Donc, on a fait, pour faire simple, on a étudié le flux à deux profondeurs différentes dans le cas de l'arbre. Et pour en revenir, maintenant qu'on a vu ces deux concepts, pour en venir à notre questionnement pour notre étude, nous avons regardé la littérature et on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'études qui étaient menées en forêt tempérée nord-américaine et encore moins d'études qui étaient menées sur des espèces feuillues portant sur les éclaircies forestières. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que différentes intensités d'éclaircies forestières affectent l'accès à l'eau pour la transpiration chez l'érable rouge? Donc, on a sélectionné pour notre espèce feuillue, c'est l'érable rouge qu'on a décidé de sélectionner. Et toujours en étudiant la littérature, on a eu une attente qui correspond, comment dire, vous dire ça? On s'attend à ce que notre flux de sève, donc notre taux de transpiration, ait une augmentation proportionnelle en fonction de notre intensité d'éclaircie. Donc, pour faire simple, on s'attend que plus on a une éclaircie qui est forte, plus notre flux de sève devrait être important. Notre étude, elle a été menée dans le parc régional de la forêt de Drummond, donc c'est aux abords de Drummondville, à quelques kilomètres, et elle prend place dans le dispositif Sylvadapt, qui rassemble plusieurs études dans cette forêt. Pour mon étude, j'ai sélectionné 3 sites dans lesquels ont été éclaircies 3 parcelles par site, donc ce qui nous a mené à un total de 9 parcelles. Nous avons 3 différentes intensités d'éclaircie, donc une faible, une modérée et une forte. Et à chaque fois, on a des surfaces terraires résiduelles différentes, donc de 20, 12 et 6,5 m² par hectare. Et dans chacune de nos parcelles, on a sélectionné 2 érables rouges de diamètres différents. Et le point qui est aussi important à prendre en compte, c'est que ces éclaircies ont été réalisées à la fin de l'année 2019 et pendant l'hiver 2020, et que notre étude, elle a commencé à mi-juin 2020. Donc, c'est un laps de temps très court entre les deux. Pour continuer, les capteurs de flux de sève, ce sont les instruments que nous avons utilisés pour mesurer notre flux de sève dans nos érables rouges. Donc, on a équipé 1 ou 2 capteurs selon leur diamètre. Et au total, on a installé 27 capteurs, mais ces capteurs, ils nous ont surtout permis de mesurer la densité de flux de sève. Les capteurs que nous avons employés, ils sont basés sur le principe qu'a développé M. Granier. Donc, c'est assez simple. Vous avez un capteur qui est inséré dans l'arbre avec 2 sondes. La première sonde qui est insérée en dessous de la seconde. Et la seconde que vous voyez ici, elle est chauffée par un générateur, que ce soit une batterie ou des panneaux solaires, peu importe. Et la différence de température entre les 2 sondes, ça va nous permettre de mesurer la densité de flux de sève. Donc, si vous avez une petite photo de notre dispositif avec les capteurs qui sont en dessous des protections que vous avez ici. Les premiers résultats que j'ai, ce sont des résultats préliminaires pour l'instant. Donc, ici, vous avez un plot représentant la densité de flux de sève sur l'axe des ordonnées, donc ce que nous avons relevé avec nos capteurs. Et sur l'axe des abscisses, vous avez le VPD, donc la densité de flux de sève, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La densité de flux de sève, là, on peut dire que, par exemple, ici, quand elle est faible, on peut associer ça à des journées qui seront plus humides. Et pardon, j'ai oublié aussi de vous dire qu'en couleur, vous avez les différentes intensités d'éclaircie qui ont été réalisées. Donc, pour en revenir aux journées qui sont plus humides, avec une densité de flux de sève plus basse, on remarque que les densités de flux de sève pour chacune de nos intensités d'éclaircie, elles ne sont pas vraiment différentes. Et que pour interpréter ça, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment d'effet de l'intensité d'éclaircie sur la disponibilité, enfin, l'accès à l'eau des érables rouges. Mais par contre, pour les journées qui sont avec un VPD plus élevé, donc qui correspondent à des journées plus sèches et plus chaudes, on peut voir que là, on a encore une fois du mal à différencier l'intensité d'éclaircie faible et modérée, du fait que la densité de flux de sève, elle est un peu plus haute pour l'intensité d'éclaircie faible, mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'intensité d'éclaircie forte, elle est encore une fois plus basse que pour l'intensité faible et modérée. Et ça, c'est pas du tout à ce que Ah, pardon.
à ce à quoi on s'attendait. Comme je vous l'ai dit au début, on s'attendait à ce que pour une intensité d'éclaircie forte, on ait un flux de sève qui soit beaucoup plus élevé que par rapport aux autres. Et là, ce n'est pas le cas. On voit que notre densité de flux de sève, elle est constamment en dessous, pour les intensités fortes. Donc ça, c'est une première chose que l'on peut voir. Et là, vous avez un petit résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, on n'a pas d'augmentation de la densité de flux de sève proportionnelle à l'intensité d'éclaircie. On n'a pas il semble pas y avoir d'effet de l'intensité faible ou modérée sur l'accès à l'eau pour les érables rouges. Et l'intensité forte, elle ne rend pas l'eau plus accessible pour les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour notre question qu'on avait au tout début? Donc, est-ce que différentes intensités d'éclaircie affectent l'accès à l'eau pour la transpiration sur les arbres rouges? Pour l'instant, moi, ce que je dirais, c'est que oui, ça l'affecte, mais ça ne l'affecte pas comme on le pensait au début. Ça l'affecte différemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit qu'on avait réalisé que les exercices avaient été réalisés en début d'année 2020. Et un des points qui est important de regarder, c'est qu'il y a vraiment une très forte croissance du sous-bois forestier entre la période de l'éclaircie et la période à la fin de l'étude. Ici à droite, vous avez une photo de notre dispositif à la fin de l'étude et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de régénération. C'était vraiment même compliqué d'aller jusqu'à nos sites, alors qu'au début, on y allait vraiment très facilement. Et ça, cette forte croissance du sous-bois forestier, ça peut augmenter notre compétition pour l'eau et ça pourrait expliquer pourquoi notre densité de flux de sève, elle est tout le temps en dessous de nos deux autres intensités. Et l'autre point que nous avons, c'est que une éclaircie, ça ouvre forcément la canopée de notre parcelle. Donc, notre sol forestier il sera plus exposé aux rayonnements solaires et donc, il y aura potentiellement une hausse de l'évaporation de l'eau et de la tension hydrique du sol et qui pourrait aussi expliquer le fait qu'on ait des données de densité plus faibles qui soient toujours plus basses. Pour la suite, il va falloir que je finalise mes modèles statistiques et que je les analyse. Et l'étape ultime, ce sera de rédiger un article scientifique avec mes sorties de mes modèles. Je vous remercie de votre attention et si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse email qui est ici. Merci. Merci beaucoup, Thibaut, pour ta présentation. C'est très intéressant. C'est le fun de voir les photos après éclaircie. J'avais vu les sites avant l'éclaircie. Et là, c'est très marquant. Ouais, il y a vraiment une forte régénération. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Il y a Marie-Ève qui lève sa main vigoureusement. Bravo, Thibaut. Je me disais, est-ce que vous avez regardé, quand les coupes sont plus intenses, il peut y avoir beaucoup de ruissellement, donc les pertes de cations et tout. Là, donc, parce que ça, c'est aussi un effet, là, 6 mètres carrés par hectare, c'est intense comme coupe. Oui, c'est vraiment une forte. Mais est-ce que vous avez regardé des paramètres du sol, l'humidité du sol, des trucs comme ça? Et en fait, on a essayé de regarder l'humidité du sol. On avait mis un dispositif sur les sites, mais les données que j'en ai retirées, elles ne sont pas très bonnes. Donc, on ne les a pas utilisées pour l'instant. Mais on avait juste regardé, c'était juste pour la teneur en eau du sol. On n'avait pas regardé tout ce qui est ruissellement ou les choses comme ça. On n'avait pas regardé. Okay. Non. Merci beaucoup. Merci, Marie-Ève, pour la question. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Dans le fond, M. Picard, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, merci Thibaut. C'est une présentation qui pique la curiosité, qui fait que je veux en savoir plus. Mais une question simple, étant donné la présence importante des érables à sucre en Outaouais, est-ce que les conclusions sont transférables à l'érable à sucre? Si on se base sur... étant donné que c'est la même, c'est la même famille, je pense qu'on pourrait appliquer ça aux érables à sucre, mais je ne m'avancerai pas trop, hein, parce que là, on a eu des conditions très particulières pendant cet été. Il avait vraiment fait très chaud au début de l'été. Donc moi, je pense qu'il faudrait refaire une étude dans les mêmes conditions sur les érables à sucre, parce que là, c'était vraiment des conditions assez exceptionnelles pendant cet été. Donc, je ne m'avancerai pas trop quand même. Excellent, merci beaucoup Thibaut. On va prendre une dernière question avant de passer à la prochaine conférencière.
Ah, bon, on va peut-être en prendre deux. Je viens de voir qu'on a une deuxième qui vient d'apparaître. Je vais aller au premier avec Nicolas Meiger. Oui, merci. Bonne présentation, intéressant. Je me demandais, est-ce que vous avez évalué aussi le pourcentage de prélèvement que c'est uniquement la surface terrienne résiduelle? Est-ce que ça a un impact sur les résultats qui sont attendus? Et puis, est-ce que vous avez aussi évalué le fait de prélever encore moins de surface terrière, dont avoir une surface terrière résiduelle entre 22 et 26, par exemple? On a juste regardé la surface terrestre résiduelle. Et concernant est-ce qu'on a regardé avec moins? Non, parce qu'il y avait certains sites où de base, on avait une surface terrière qui était déjà de 20 mètres carrés à l'hectare, donc on n'a pas pu regarder, on n'a pas pu répliquer avec plus de 20 mètres carrés à l'hectare. Donc ça, on n'a pas pu faire avec plus de surface terrière. C'était ça notre aspect limitant. Merci. Merci beaucoup, Thibault. On va prendre une dernière rapidement. Il y a Audrey-Anne Loisel qui avait une question également. Oui, bonjour. Merci pour ta présentation. Moi, j'ai une question un peu plus statistique sur tes résultats. Donc, outre le fait que tes moyennes de la graphique que tu nous as montré n'étaient pas très différentes, ça t'amène à des conclusions justement il n'y a pas grand-chose de significatif. Il y a quand même des fortes différences au niveau de la distribution, de la variabilité, là. Surtout pour il y a beaucoup plus de variabilité pour tes intensités de coupe faibles et modérées. Je me demandais, est-ce que tu as des hypothèses qui pourraient expliquer cette plus grande variabilité-là? Et est-ce qu'on peut interpréter ça d'une certaine façon comme un résultat qui nous montrerait quelque chose d'intéressant? Moi, pour l'instant, ce que je pense, j'en ai déjà fait part à Audrey, c'est que j'ai un site, c'est un de mes sites à une intensité modérée. J'arrive pas, je peux le remontrer, mais en gros, là, il y a ici, là, tout ce qui est ici, ça correspond à un seul site. Et ce site, j'arrive toujours pas à expliquer pourquoi il y a des données qui sont aussi élevées. Et j'avoue que ça, je sais pas. Ça, c'est un site qui pose un problème, qui me pose problème. Et que je sais pas si ce sont les données en elles-mêmes qui sont pas bonnes ou si c'est le site qui est vraiment un cas particulier par rapport aux autres. Parce que les autres, mes deux autres sites, ils sont normaux, on va dire. Mais là, j'avoue que là, je sais pas. Mais c'est une très bonne question parce que moi aussi, je me la pose et je sais pas trop. Ok, merci. Merci beaucoup, Thibault. Puis merci à tous pour vos questions. On va passer à la prochaine conférencière. Donc, j'inviterai Ariel à partager sa caméra puis à faire le partage de son écran également. Je ne sais pas si ta connexion va être suffisante. Oui, tu peux partager ta caméra ce matin, Ariel? Oui. Parfait. Donc, rapidement, Ariel, comme Audrey l'a mentionné lors de sa présentation, c'est une autre étudiante à la maîtrise sous la direction d'Audrey Maheu puis Philippe Nollet ici à l'ISFOR. Puis elle va nous parler un peu de son projet de maîtrise sur l'envahissement par le hêtre dans les érablières, puis est-ce que ça accroît la compétition pour les ressources hydriques. Donc, je te cède le plancher, Ariel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Okay. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de colloque. Donc, je suis Ariel Rasnev, je suis étudiante à la maîtrise sous la supervision de Audrey Maheu et Philippe Nollet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui est sur l'effet de l'envahissement par le hêtre sur le bilan hydrique des peuplements forestiers. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Les projections futures du climat indiquent une augmentation de la température dans les prochaines années et cela va se manifester par des périodes chaudes plus fréquentes et plus longues, ce qui va entraîner un allongement de la saison de croissance de la végétation. À cela va s'ajouter une demande évaporative accrue de l'atmosphère et cette combinaison va entraîner un épuisement des ressources en eau du sol et un stress hydrique. Dans les peuplements forestiers, cela va se manifester par des compétitions entre les arbres, une diminution de la productivité et même une augmentation de la mortalité.
Donc, pour faire face à cette problématique, pour réduire ces conditions entre les stars, l'éclaircie est adoptée pour réduire cette compétition et pour augmenter la résistance des peuplements forestiers à la sécheresse. Cependant, l'ouverture de la canopée est un des facteurs qui favorise la prolifération des végétations récalcitrantes sous bois, et c'est le cas de l'établissement des hêtres dans les érablières. Donc, dans les forêts tempérées décidues, on a constaté un déclin de l'érable à sucre, une diminution de 20%, et en parallèle, on a constaté une progression du hêtre à grande feuille qui a, pendant cette même période, doublé. Donc, l'envahissement par le hêtre va entraîner une modification de la composition et de la structure des peuplements, parce que le hêtre va aussi modifier la composition et la régénération dans les érablières. D'un autre côté, il y a aussi la maladie corticale du hêtre qui va faire que peu de hêtres matures vont survivre. Donc, on peut dire que notre plus gros problématique, c'est qu'à long terme, à mesure que les périodes sèches vont augmenter, est-ce que l'envahissement par le hêtre va exacerber la compétition pour l'eau dans nos érablières? Donc, ceci nous amène à la question de recherche qui est: quels sont les effets de la strate arbustive sur le bilan hydrique des peuplements de feuillus tolérants ayant subi une coupe de jardinage? Donc, comme hypothèse, on a avancé que les strates arbustives vont exercer une compétition par exploitation et par interférence vis-à-vis de la strate arborée, une compétition pour l'eau. Explique un peu. En période sèche, on s'attend à ce que la strate arbustive va exercer une compétition par exploitation. Cette compétition va être mesurée par la transpiration et on prédit que la densité de flux de sève, qui est une mesure de la transpiration, sera plus faible dans les peuplements envahis que dans les peuples non envahis par le hêtre. Puis, en période humide, on s'attend à ce que la strate arbustive va exercer une compétition pour l'eau par interférence vis-à-vis de la strate arborée, du fait que la canopée va être plus dense dans les peuples envahis à cause de la forte densité de hêtres dans ces peuplements. Donc, la quantité de pluie qui va être interceptée dans ces peuplements envahis va être plus importante dans les peuplements envahis. Donc, cette étude s'est déroulée l'été dernier dans la réserve de Kenok en Outaouais. On a eu 6 sites, dont 3 sites envahis par le hêtre et 3 sites non envahis par le hêtre. Et pour ces sites-là, on a effectué des inventaires forestiers. On a aussi mesuré la transpiration. On a utilisé les capteurs de dissipation thermique de Cranier. Thibaut nous l'a expliqué un peu comment ça marche. Il s'agit de 2 sondes insérées dans l'arbre, dont une sonde qui est chauffée, et la différence de température va nous servir à calculer la densité de flux de sève, qui est une mesure de la transpiration. Dans chacun de nos sites, que ce soit envahi ou non envahi, on a mesuré cette densité de flux de sève pour 2 érables à sucre, un gros puis un moyen. Puis, on a aussi mesuré la densité de flux de sève pour le hêtre, une colle de hêtre. Puis, nous avons aussi mesuré l'interception grâce à un dispositif muni de gouttières qui va collecter l'eau et qui est ensuite relié à un pluviomètre. Ici, ce qu'on tient, c'est la quantité de précipitation qui arrive à traverser la canopée, donc qui atteint le sol. Et ça va nous permettre à calculer l'interception, qui est le rapport entre la précipitation incidente, c'est-à-dire la précipitation au-dessus de la canopée, et la précipitation en dessous de la canopée. Puis, grâce à nos inventaires forestiers, on a pu avoir ces surfaces terrières de nos sites. Donc, on voit ici, en plus foncé, les sites envahis, et en fer plus clair, c'est les sites non envahis. Donc, pour la surface terrière des sables, on voit ici qu'il n'y a pas vraiment de différence de surface terrière parce qu'il s'agit de
tous de sites qui ont subi une coupe de châtaignage. Donc, par contre, pour la surface terrienne de col de hêtre, on voit nettement une grande différence entre les sites envahis et non envahis. Et c'est important parce qu'il s'agissait d'un des facteurs qu'on a considérés pour le choix de nos sites. On a caractérisé les sites envahis par le hêtre pour des sites qui avaient des surfaces terrières de col supérieures à 2 mètres carrés par hectare et sites non envahis pour des surfaces de col de hêtre inférieures à 0,5 mètres carrés par hectare. On a aussi mesuré de surface foliaire et on voit ici que la surface foliaire qui est une indication de la transpiration et de l'interception, l'indice est plus élevé pour les sites envahis que pour les sites non envahis. Ah oui, c'est ça. L'indice de surface foliaire, c'est une indication de la transpiration et de la quantité de pluie interceptée. Et on a utilisé un analyseur de Couvert LAI 2000. Donc, ici, il s'agit de mes résultats préliminaires aussi. Donc, pour la transpiration, le graphique nous montre la variation de la densité de flux de sève en fonction du déficit de pression de vapeur. Les couleurs plus foncées, c'est les données des sites envahis et les couleurs plus claires, c'est les sites non envahis. Donc, ici, on peut dire que la densité de flux de sève augmente au fur et à mesure que l'air s'assèche, c'est-à-dire au fur et à mesure que le VPT augmente. On peut dire aussi que la densité de flux de sève est plus élevée pour les sites envahis que les sites non envahis et que l'écart entre la densité de flux de sève pour les deux sites est d'autant plus importante au fur et à mesure que le VPT augmente. On peut aussi dire qu'il n'y a pas vraiment de différence significative entre la densité de flux de sève pour l'érable à sucre et le hêtre à grande feuille, qui pourrait se traduire par une différence qui n'est pas significative entre les SAR et les arbustes. Puis pour l'interception, le graphique ici nous montre le total de transpiration pour chaque site. Ce n'est pas vraiment la précipitation, c'est la quantité d'eau qu'on a collectée sous la canopée. C'est la précipitation sous la canopée. Ici, on a eu des données de précipitation incidente, c'est-à-dire de précipitation au-dessus de la canopée, à partir de la station météo de la réserve de Kenok. Donc, c'est la barre en orange. Donc, ici, on peut voir vraiment que environ seulement 30% de la précipitation atteint le sol. Et on pourrait aussi dire que la quantité d'eau qui atteint le sol est plus élevée dans les sites non envahis que dans les sites envahis. Et ça, c'est confirmé par les données de LAI que je vous ai montrées tout à l'heure, qui nous indiquent que la densité de la canopée est vraiment plus intense dans le site envahi, donc l'interception est plus importante. Pour conclure, on a vu que la densité de flux de sève était plus élevée dans les sites envahis. Ceci indique donc une plus faible compétition pour l'eau et c'est un peu contradictoire par rapport à nos prédictions, mais l'analyse est en cours, donc on n'en est pas encore vraiment sûr, on verra. Puis pour l'interception, on a vu que l'interception était plus faible dans les sites non envahis. Donc, il y a beaucoup plus d'eau disponible dans les sites non envahis. Ça, c'était conforme avec l'hypothèse qu'on avait avancée. Et puis, concernant l'effet de l'envahissement par le hêtre sur le bilan hydrique, si on ne s'en tient qu'aux résultats de l'interception, on voit vraiment qu'il y a un effet de l'envahissement par le hêtre sur les flux hydriques. Et ce qui peut emmener à dire qu'il est nécessaire de contrôler l'envahissement par le hêtre dans un contexte d'augmentation des sécheresses. Ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je suis disposée à répondre aux questions. Merci.
Merci beaucoup, Ariel, pour ta belle présentation. Est-ce qu'on a des gens du public? Je vois qu'il y a déjà M. Picard qui avait une question. Je vous invite à la poser, M. Picard. Bonjour, Ariel. Merci pour ta présentation. J'haïs le être parce qu'il est présent dans mon érablière et puis il prend toute la place. Et la connaissance que j'avais de la maladie corticale me laissait croire que tous les êtres étaient touchés et donc que tous les êtres allaient mourir. Tandis que dans ta présentation, tu laisses entendre que quelques êtres vont mourir. Alors, qu'est-ce que c'est la réalité, Ariel? Ariel, oui. Merci. D'après ce que j'ai lu, puis d'après ce qu'on a vu, le être, en fait, peu de êtres matures vont survivre, c'est ça. Mais le problème avec le être, c'est que il va s'établir, puis il va empêcher les autres espèces de croître, puis de s'établir aussi. Et puis, à long terme, on s'attend à ce qu'il n'y ait plus de forêt, parce qu'il n'y aurait plus d'autres espèces, alors que le être, avec la maladie corticale ne va pas se développer. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas une experte. Donc, je ne sais pas trop. Merci beaucoup, Ariel. Je pense que aussi ce qu'Ariel a démontré peut-être dans sa présentation, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres qui vont se régénérer en sous-étage, même quand les arbres matures vont mourir. Puis il y a une grosse partie de l'interception qui se fait peut-être potentiellement par ce sous-couvert-là. Et donc, est-ce qu'on a d'autres personnes dans la salle qui ont des questions pour Ariel? Oui, j'ai des mains levées. Il y a Sylvain Delagrange. Oui, bonjour Ariel. Merci pour la présentation. En fait, moi, j'avais une question simple, c'était de savoir si tu avais fait des statistiques sur tes modèles, parce que tu présentes tes graphiques, tu as des conclusions assez fortes sur les effets, mais avec le nombre de sites que tu semblais avoir et puis les écarts visuellement des graphiques, je me demandais si les différences étaient significatives, parce que ça change pas mal ton message, si ça l'est ou pas. Je suis en plein analyse statistique, puis je n'ai pas encore de modèle final, mais dans nos échanges avec mes directeurs de recherche, on a pu voir qu'il y aurait peut-être un effet de l'interaction de l'envahissement avec le déficit de pression de vapeur. D'accord, mais je maintiens que si tu n'avais pas encore défini tes différentes statistiques, tu as peut-être des conclusions qui sont fortes pour des analyses qui sont pas terminées. Donc, je te proposerai de faire attention aux recommandations que tu fais. OK, merci. Merci beaucoup, Sylvain. On va prendre une dernière petite question. Je vois qu'il y a Marie-Ève Roy aussi qui a une question. Bonjour, Ariel. Donc, dans le fond, moi, je me demandais, est-ce que tu as regardé la différence, ou en tout cas, ça pourrait être fait entre des arbres matures et des petits? Comme les érables, ils peuvent avoir des racines vraiment profondes et tout, peut-être qu'ils sont vraiment moins impactés quand ils sont grands. Et c'est au stade de petites gaules ou de petits, là, de 2 cm, là, ou je ne sais pas trop quel stade, mais peut-être qu'en regarder la différente taille, ça pourrait être intéressant. Et je voulais juste dire qu'il y a à peu près 1% selon les études des hêtres qui survivent des matures, là, donc c'est pas beaucoup. Et je voudrais aussi juste rajouter que les hêtres sont importants pour les ours à Canada. Je te laisse répondre. Oui, on a pour les mesures de transpiration, on a étudié 2 érables par site, un érable de plus gros diamètre, puis un petit érable. Mais comme je l'ai dit, l'analyse est encore en cours, donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Pour ce qui est de différence entre les deux, oui. Merci beaucoup, bonne présentation. Merci.
Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ta question. Merci beaucoup, Ariel, encore une fois, pour ta présentation. Et je vais maintenant inviter là, le prochain conférencier, Mathieu Offray, à partager sa caméra et son écran. Mathieu Offray, qui est un autre étudiant à la maîtrise avec Audrey Maheu. Puis comme Audrey l'a mentionné pendant sa présentation, il a travaillé là, beaucoup sur l'impact des petits barrages et les plans d'eau naturels. Est-ce qu'ils ont des effets similaires sur la température dans les petits ruisseaux, les petits cours d'eau? Donc, je te cède la parole, Mathieu. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Offray. Je suis actuellement en train de terminer ma maîtrise en écohydrologie dans le laboratoire d'Audrey Maheu à l'ISFOR. Et mon sujet portait sur l'impact des petits barrages sur la température des cours d'eau. Et est-ce que cet impact était différent ou non de l'impact des lacs? Alors, tout d'abord, rappelons quel est le rôle de la température de l'eau. Elle influence les processus physico-chimiques et biologiques, détermine la santé des écosystèmes et influence les taux de croissance, la survie, l'alimentation des organismes aquatiques, et donc ainsi la répartition des espèces. Il est à noter qu'au Québec, comme le disait Audrey tout à l'heure, il y a une très grande quantité de barrages, plus d'environ 6500 barrages, mais 95% de ceux-ci sont de petite taille, c'est-à-dire qu'ils ont une hauteur inférieure à 15 mètres. Il est à noter que dans notre étude, on a considéré les lacs comme des plans d'eau avec une absence de barrage et les réservoirs comme des plans d'eau avec un barrage, donc des plans d'eau régulés. On notera également que dans la littérature, il y a une certaine incertitude dans l'effet des petits réservoirs, donc des plans d'eau régulés, sur la température des cours d'eau. Parfois, la littérature va montrer un réchauffement, parfois un refroidissement, même si ça reste assez minime. Et une majorité ne montre pas réellement d'effet. Donc l'objectif de ce projet aura été de comparer tout d'abord le régime thermique en amont et en aval des réservoirs, puis de comparer cette différence amont-aval des réservoirs à la différence amont-aval des lacs naturels, puis d'ensuite identifier les principaux déterminants de la température des cours d'eau dans le réseau graphique du parc de la Gatineau. Donc, le parc de la Gatineau, qui est mon terrain d'étude, c'est un parc que je pense qu'une grande majorité d'entre vous connaît, qui est situé à proximité d'Ottawa. Et donc, ce parc a la particularité d'avoir une très grande quantité de lacs et très peu de perturbations anthropiques. Nous avons donc ciblé dans cette étude 5 réservoirs et 4 lacs. Pourquoi 4 lacs? Parce qu'on a eu un problème de capteur pour l'un des lacs. Et chaque lac correspondait avec des tailles similaires au réservoir. Alors, pour notre objectif 1, qui, je le rappelle, était la comparaison de la température amont et aval des réservoirs, nous avons sélectionné donc 5 réservoirs, comme je disais. Nous avons placé des capteurs de température en amont des réservoirs, à environ 100 mètres du réservoir, ainsi qu'en aval du barrage. Cela nous a permis de caractériser 4 métriques du régime thermique, qui étaient la magnitude exprimée par la température moyenne mensuelle au mois d'août, la fréquence correspond au nombre de jours au nombre d'événements chauds, pardon. Nous avons pris excusez-moi, au nombre d'événements chauds supérieurs à 25 degrés. Pourquoi nous avons pris 25 degrés? Car c'est la température létale de plusieurs espèces aquatiques, notamment l'ombre de fontaine, qui est une espèce parapluie et très présente dans le parc. Nous avons ensuite cherché à caractériser la durée. La durée, en fait, est le nombre de jours qu'ont duré ces événements chauds. Et enfin, le taux de variation, qui est la plage journalière moyenne, c'est-à-dire le maximum quotidien moins le minimum quotidien. Pour notre objectif 2, qui cherchait à comparer donc l'effet des réservoirs à l'effet des lacs, donc là, nous avons un n égale 9, et nous avons donc cherché à comparer ces deux effets avec un delta, c'est-à-dire la différence amont-aval. Enfin, notre objectif 3, qui, je le rappelle, cherchait à identifier les principaux déterminants de la température des cours d'eau,
Notre plan d'échantillonnage s'est élargi à 36 sites. Nous avons les sites en amont des lacs et des réservoirs, ainsi qu'en aval, auxquels nous avons ajouté 18 sites de référence qui correspondaient en fait à des sites avec aucun lac à moins d'1 kilomètre en amont du site et dont la gamme de bassins versants correspondait à la gamme qu'on pouvait trouver dans l'ensemble du parc. Nous avons donc extrait des variables telles que bien sûr la température de l'eau, la largeur des cours d'eau, la taille du bassin versant. Puis nous avons ensuite fait une sélection de ces variables grâce à une matrice de pénalisation de Mara et Wood. Alors les résultats de la comparaison entre l'amont et l'aval des réservoirs a donné que l'aval est significativement plus chaud que l'amont. Ça se traduit en termes de magnitude. Donc, l'aval est environ 4,1 degrés plus chaud que l'amont. En fréquence, il y a les 1,4 jours où la température maximale de l'eau dépasse 25 degrés pour le mois d'août. Ces événements chauds sont également plus longs d'environ un peu plus d'une journée. Cependant, on a pu voir que le taux de variation, donc la température maximale quotidienne moins la température minimale quotidienne, était à peu près similaire entre l'amont et l'aval. Au niveau de la comparaison entre cet impact des réservoirs sur la température des cours d'eau et celle des lacs, on a pu voir qu'au final, les réservoirs ont un impact similaire à celui des lacs. Donc le delta aval-amont a donné des températures près égales, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Ensuite, nous avons les résultats qui ont cherché à trouver les principales variables d'intérêt de la température des cours d'eau, a donné que la distance au plan d'eau et l'aire de drainage étaient les deux déterminants principaux de cette température. Ils représentent à eux deux 67% de la variance expliquée. Mais il faut noter que ces deux déterminants expliquent beaucoup car nous sommes dans un espace peu perturbé, donc avec de faibles impacts anthropiques. Les plans d'eau sont donc un déterminant important, ainsi que l'aire de drainage. C'est-à-dire que plus l'aire de drainage sera importante, plus ça aura un impact sur la température de l'eau. Donc pour conclure, on a pu voir que les réservoirs ont un effet de réchauffement. Cependant, cet effet de réchauffement est similaire à celui des lacs et que les plans d'eau ont un effet déterminant sur la température des cours d'eau ainsi que le bassin versant. Il y a donc un risque de création de hotspots sensibles aux espèces aquatiques lors de l'apparition de nouveaux plans d'eau, par exemple lorsqu'il y a la création de nouveaux barrages. La variable de distance à un plan d'eau est donc à surveiller lors de la création de ces barrages. Et je voudrais remercier dans cette étude la Commission de la capitale nationale ainsi que les Amis du Parc qui nous ont permis donc, de réaliser cette étude de maîtrise, ainsi que Béatrice pour son aide durant l'été, son aide précieuse, Émilie, Théo et Ariel qui m'ont également beaucoup aidé sur le terrain. Par contre, je ne voudrais pas remercier le nid de guêpe qui était sous mon pied lors d'une journée sur le terrain et les nuées de maringouins qui nous ont envahis tout le mois de juin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense que c'est la première fois que je vois une slide de non-remerciement à la fin d'une présentation, mais j'aime beaucoup. Je vais maintenant céder la parole aux gens de la salle qui pourraient avoir des questions pour Mathieu. Je vois que j'ai une question de Audrey-Anne Loisel. Oui, bonjour Mathieu. Moi, j'ai une question concernant la position dans le bassin versant de tes ruisseaux et de tes plans d'eau. Est-ce que vous avez tenu compte, par exemple, de l'ordre des ruisseaux? Est-ce qu'on est en un ordre 1, 2, 3, etc.? Et est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une influence potentielle de résurgence d'eau souterraine qui viendrait venir jouer avec la température de certains cours d'eau? Par exemple, s'il y a des résurgences importantes juste avant ton réservoir
réservoir, est-ce que ça pourrait booster ta différence de température que tu observes? C'est une très bonne question. Alors, dans la sélection de nos cours d'eau, on a déjà retiré les cours d'eau de tête de bassin pour justement limiter cet effet des infiltrations d'eau souterraine. Après, on n'a pas eu réellement de mesures sur d'autres sites. Il doit y en avoir forcément, mais je pense qu'elle est assez limitée. Et on n'a pas tellement utilisé non plus l'ordre d'Australaire, on a plus cherché à utiliser une taille de bassin versant, qui au final pouvait correspondre à un proxy de l'ordre d'Australaire. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que j'avais vu d'autres mains levées, mais là, je crois qu'elles sont disparues. Est-ce que, Charbel, tu avais une question? Non. Non? OK, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai une autre question dans la salle? Sinon, manifestez-vous. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, j'en profite encore une fois pour te remercier, Mathieu, pour ton excellente présentation. Benoît, il y a une présentation de M. Picard dans le chat. Ah, une question de monsieur. Ah, parfait, merci Catherine. Monsieur Picard, allez-y. Oui, bonjour. Merci Mathieu. Je me rends compte que je pose des questions des fois qui sont un peu indélicates, dans le sens que ce n'est pas tout à fait l'objet de l'étude, comme pour Ariel tantôt, là. Mathieu, je prends quand même le risque de t'en poser une. Je ne veux pas t'indisposer. Ma question est simple, c'est est-ce que les barrages de Castor ont le même effet que tu as mesuré là, pour un lac ou qu'un autre barrage? Ma supposition, c'est que probablement qu'ils ont plus d'effets, mais c'est juste intuitif. Et puis, je ne sais pas si ça vaut la peine de mesurer ça. Alors, Mathieu, je te pose une question comme ça, là. Non, c'est toujours intéressant. C'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée également sur le terrain et au cours de mes balades dans le coin, à force de voir autant de barrages. Moi, je pense que ça aurait quasiment le même impact, vu que nos barrages sont des petits barrages qui ont quand même un écoulement, comment dire, présent, comme dans les barrages à Castor, où il y a toujours un petit écoulement. Non, ça pourrait être l'objet d'une étude. Ça pourrait être très, très bien de le faire. Mais non, je ne peux pas trop vous répondre. Moi, je pense pas. Je pense que ce serait le même effet. Merci beaucoup, Mathieu. Ça rejoint un peu l'interrogation de Sébastien Meunier ce matin, là, qui a posé à Audrey Bayeux, à savoir est-ce qu'on devrait regarder la comparaison entre les barrages humains et les barrages de Castor, exactement. Donc, peut-être qu'Audrey va se poser, prendre le temps de réfléchir à cette question dans ses futurs projets. Donc, on va passer à la dernière conférencière du bloc en écohydrologie. Donc, j'inviterai Mme Delphine Depierre à partager sa caméra et à partager son écran. Mme Delphine Depierre est une chargée de projet chez Cobali. Puis elle va nous parler de l'utilisation des cours d'eau en milieu agricole comme corridor écologique. Je te cède le plancher, Delphine. Merci. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Non, on ne voit toujours pas ton partage d'écran. Ah, OK. Il faudrait que je fasse ça comme ça. Je pense que ça devrait marcher. Oui, là, c'est... Parfait. OK, donc, bonjour tout le monde. Puis, merci beaucoup à l'ISFOR de nous avoir offert de venir partager nos projets, un de nos projets avec vous, en fait. Donc, moi, je suis chargée de projet chez Cobali. Puis, Cobali, c'est un organisme de bassin versant. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu notre organisme pour que vous sachiez qui on est. Puis, ensuite, on entrera dans le vif du sujet. Donc,
Oui, OK. Donc, en fait, le COBALI, c'est une table de concertation qui a pour mission de protéger, d'améliorer et de mettre en valeur la ressource de l'eau des bassins versants de la rivière du Lièvre, de la rivière Blanche et du ruisseau Pagé, et les ressources et habitats qui y sont associés, et tout ça dans un cadre de développement durable et en concertation avec les acteurs de l'eau. Donc, le COBALI, en fait, est en opération depuis 2003, mais en 2009, se sont ajoutés les bassins versants de la rivière Blanche, dont je vais vous parler aujourd'hui, et aussi celui du ruisseau Pagé. Une de nos missions, en fait, c'est d'élaborer un plan directeur de l'eau qui, en gros, rassemble un portrait et un diagnostic du réseau hydrographique de notre zone de gestion. Puis, à partir de ça, on peut élaborer un plan d'action dans le but d'améliorer la qualité de l'eau. Donc, vous pouvez voir ici le Québec qui est divisé en 40 zones de gestion intégrée de l'eau et celle du COBALI se retrouve ici, c'est la numéro 4. Donc, on voit encore la zone de gestion ici qui est bordée à l'ouest par la BVD7 et à l'est principalement par l'OBV RPNS. Et vous avez les 3 bassins versants dont je vous ai parlé, donc celui de la rivière du Lièvre, la rivière Blanche et le ruisseau Pagé. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus du bassin versant de la rivière Blanche. Donc la rivière Blanche, en fait, c'est une rivière pour laquelle on n'avait pas encore fait beaucoup de travaux. Donc on avait des informations, on avait des données sur la qualité de l'eau, mais moins sur l'état des rives, les habitats. Puis comme c'est un endroit avec, c'est une rivière qui n'a pas beaucoup d'accès public, elle est un peu méconnue. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une caractérisation cet été pour nous permettre d'approfondir nos connaissances, puis pour pouvoir orienter les prochains travaux. Et pour le reste de la présentation, je voulais juste vous indiquer que, souvent, je parle du sud de la rivière. Donc, moi, je considère que la moitié de la rivière est à peu près ici. Et donc, le sud, c'est à peu près cette portion-là, environ où se trouve la prise d'eau potable de la ville de Tursault. Donc, le constat initial de la rivière, en fait, c'est que la qualité de l'eau, elle se détériore de l'amont vers l'aval. Donc, au fil des ans, selon les endroits, on a remarqué que la qualité de l'eau variait de douteuse à satisfaisante, particulièrement dans le sud de la rivière, comme je vous ai dit. Et l'une des raisons de cette qualité de l'eau, c'est la densification de l'agriculture, plus on s'approche de la rivière des Outaouais. Donc, on retrouve presque autant de superficie en grande culture dans le bassin versant de la rivière Blanche que dans celui de la rivière du Lièvre, qui est 20 fois plus grand. Et vous pouvez voir ici l'affectation agricole avec les types de cultures. Puis, il y a beaucoup de soya, de maïs, il y a aussi du bétail. Puis, le soya et le maïs, c'est des cultures à grains interlignes, donc qui favorisent le lessivage du sol arable dans les cours d'eau. D'autres raisons qui vont expliquer que la qualité de l'eau est pas génial dans le sud. En fait, entre autres, c'est les dépôts argileux qu'on retrouve dans le sud, donc des dépôts lacustres et marins. Et l'argile, c'est un sol qui est très érosif et ça entraîne la présence de matière fine en suspension dans l'eau, ce qui donne la couleur brouillée, voire même laiteuse à la rivière Blanche, d'où son nom. Et aussi, c'est certain qu'on se trouve dans le sud du Québec, donc vous le savez bien, il y a une grande biodiversité qui est associée à ce secteur-là, mais aussi cette biodiversité-là, elle est menacée notamment par les activités anthropiques. Et donc, on retrouve des espèces à statut. Donc, parmi celles-ci, on retrouve le fouille-roche gris et le petit blongiot, qui sont des espèces vulnérables qu'on retrouve dans l'extrême sud du bassin versant. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une caractérisation dans les secteurs qui étaient accessibles et susceptibles d'être dégradés. Et puis, ces travaux-là se sont faits à pied, en canot, en auto, dans les municipalités de Mulgrave et Derry, de Mayo, Lochabert et Tursault un petit peu, et Lochabert partie ouest. Puis, pendant la caractérisation, on relevait les espèces, l'apparence de l'eau, le substrat du lit, la bande riveraine, puis l'état de la bande riveraine et l'érosion des berges. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les résultats parce qu'évidemment, je vais finir par vous parler de corridors. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que l'état de la bande riveraine en milieu agricole, plus on se déplaçait vers le sud, était de moins en moins idéal. Donc, c'était de plus en plus mince et dégarni. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, en fait, c'est un champ de maïs qu'on peut voir
mon curseur n'apparaît plus, mais bon. C'est un champ de maïs qu'on peut voir à partir de la rivière avec un talus escarpé. Donc, on suppose que le champ de maïs était quand même assez proche. Je n'ai pas mesuré. Bon, voilà. Et puis aussi, on peut voir ici une bande riveraine qui est piétinée par le bétail. Donc, le bétail avait accès à l'eau dans ce cas-ci, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, avec ce qu'on avait observé sur le terrain, on a voulu informer les agriculteurs de la région puis leur présenter des pratiques agro-environnementales qui seraient bénéfiques autant pour les cours d'eau que pour les agriculteurs. Donc, on a construit un magazine qui rassemble des articles faits par des acteurs du milieu qui abordent les sujets sous différents angles. Puis, on a aussi réalisé une vidéo avec des agriculteurs concernant la conservation des sols, qui est un sujet qui les touche particulièrement. Puis, dans ces outils d'information-là, on a mentionné l'effet de la bande riveraine végétalisée qui assure la fonction de corridor écologique lorsqu'elle est bien entretenue. Pas entretenue, en fait. Donc, l'importance des corridors écologiques, elle est assez bien connue. Donc, c'est bien d'avoir des aires protégées, mais ça prend des corridors qui permettent le passage des espèces entre les aires. Ce qui est intéressant avec les corridors riverains, c'est que les cours d'eau, les rivières, bien qu'elles soient dynamiques, donc elles peuvent se déplacer un peu, elles restent généralement quand même pas mal au même endroit. Donc, on n'a pas besoin de créer un corridor, il est comme déjà là. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est de bonifier, d'élargir ou, dans certains cas, d'implanter une bande riveraine. Puis, dans le cas de la Rivière-Blanche, ça offrirait un corridor qui mène du nord au sud et vice-versa. Donc, en plus d'un corridor, les bandes riveraines, hein, je vais les défendre un peu, elles peuvent aussi procurer un habitat ou compléter l'habitat d'espèces de plus petite taille. Donc, elles vont faire qu'il y a une belle biodiversité dans ces endroits-là. Donc, on peut retrouver des insectes, des oiseaux, etc. Puis, évidemment, la bande riveraine en soi, lorsqu'elle possède les 3 strates végétales, donc arbustive, arborescente et herbacée, ça offre un réseau de racines de différentes profondeurs qui est intéressant pour retenir les éléments nutritifs et le sol pour éviter qu'ils soient lessivés dans les cours d'eau et qu'ils soient à l'origine de problèmes d'eutrophisation dans les lacs. Il faut savoir qu'implanter une bande riveraine, ça peut être plus aisé qu'on le pense. Donc, vous pouvez voir cette photo-là qui a été prise sur le bord de la Rivière-Blanche en 2010. Donc, la bande riveraine est très, très, très dégarnie et n'offre pas vraiment de corridor, mis à part peut-être un corridor pour vaches. Par contre, en empêchant les vaches de piétiner ou de brouter dans la bande riveraine, le réservoir de graines peut éventuellement faire son travail. Donc, c'est de quoi avait l'air la bande riveraine cet été quand on a fait la caractérisation, donc 10 ans plus tard. Et il y a encore de l'amélioration, mais il y a vraiment une belle amélioration. Donc, voici maintenant la Rivière-Blanche. Donc, ce que vous pouvez voir à droite, en fait, ce sont en orange les secteurs qu'on a jugés qui pourraient bénéficier soit de l'implantation ou de l'amélioration de la bande riveraine. Donc, on se retrouve pas mal dans le sud. À partir de cet endroit-ci, les bandes riveraines sont généralement correctes. Sinon, s'il y a des endroits où elles sont un peu déficientes, ce n'est pas trop dérangeant pour ce qui est de l'idée du corridor écologique parce qu'on a des massifs forestiers tout autour ici qui vont mener à des aires protégées. Donc, on juge que ce sont ces secteurs-là qui sont à améliorer, puis à partir de là, on pourrait considérer qu'on a un corridor écologique. Donc, ça relierait en fait le futur refuge faunique de la rivière des Outaouais et le parc de plaisance à la réserve écologique Forêt-la-Blanche, qui est la réserve écologique la plus grande dans le sud de la province et où on trouve aussi des habitats du rat musqué qui sont officiellement identifiés. Ça mènerait aussi à la réserve de biodiversité projetée de Mashkiki et aussi à la réserve faunique Papineau-Labelle, dans laquelle on retrouve 2 écosystèmes forestiers exceptionnels, dont la forêt du lac de l'Écluse, qui est la plus vaste étendue de forêt feuillue ancienne d'un seul tenant au Québec. Donc, c'est le portrait qu'on a de notre futur corridor. Puis, dans le fond, ce qui nous reste à faire, c'est de motiver des agriculteurs dans les zones identifiées pour faire passer ce projet-là d'un simple projet à une réalité.
Donc, voilà, c'est tout. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, je voulais juste faire un petit coucou à mon équipe qui, c'est ça, je n'étais pas toute seule à travailler là-dessus. Donc, ça, c'est l'équipe du Cobali et on travaille tous très étroitement sur nos divers projets. Merci beaucoup, Delphine. Très intéressant d'en apprendre plus sur la rivière La Blanche. Je l'ai traversée à maintes reprises quand j'habitais à Gatineau à l'époque. Puis maintenant, j'ai l'impression de la connaître un petit peu mieux. Je vais regarder, je pense que dans le chat, j'ai une question de Ève-Marie Hébert. Oui, merci Delphine pour ta présentation. Je me demandais si ça, à la fin, tu as identifié des parties de la rivière qui étaient à améliorer pour les bandes riveraines. Ouais. Et puis, je me demandais, est-ce que les prochaines étapes, c'était de faire des collaborations avec les propriétaires des terrains pour améliorer les bandes riveraines ou est-ce que c'est plus une proposition de ce qui est à faire pour la suite? Oui, c'est ça, mais je passais un peu vite, mais c'est ça. Dans le fond, on est présentement à la recherche on est en train de construire le projet, donc financement. Il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Puis aussi, il va falloir parler avec les agriculteurs, donc trouver le moyen de les approcher parce que c'est sûr qu'on veut leur demander le moins d'implication possible parce que c'est des personnes qui sont occupées puis qui travaillent fort. Donc, on ne veut pas trop les déranger, mais c'est ça, il faut quand même avoir leur accord puis on veut essayer de leur proposer un projet clé en main qui, c'est ça, leur demande pas trop d'investissement, ni de temps, ni d'argent. Mais oui, c'est dans les plans. On aimerait ça peut-être que ça se produise l'année prochaine. Je ne sais pas si on va être capable de faire tous les secteurs qu'on a identifiés non plus, mais c'est ça, il faut commencer en quelque part. Bien, super. Puis, deuxième question aussi, tu as présenté un magazine puis une vidéo que vous avez fait. Oui. Et ça, je me demandais comment ça s'était traduit. Est-ce que vous avez vu une implication après avoir produit ça? Oui, comment? Je hoche la tête, mais dans le fond, c'est sûr que c'était notre premier coucou aux agriculteurs de la Rivière-Blanche. Donc, on a un agriculteur qui nous a répondu après avoir vu, je crois bien, la vidéo. Un agriculteur super motivé. Donc, c'est ça. Je suis bien confiante pour celui-là. On a aussi rencontré des agriculteurs pendant nos travaux, dans le fond, fait qu'on a des idées, mais c'est sûr que le magazine et la vidéo étaient quand même volumineux, je dirais. Donc, on n'a pas... J'imagine qu'ils l'ont lu ou certains d'entre eux l'ont lu, l'ont vu, mais on n'a pas eu d'autres retours. Mais peut-être que quand on va aller faire les visites sur le terrain, bien là, il y en a qui vont dire « Ah oui, je sais, je l'avais vu. » C'est ça. Mais peut-être, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ève-Marie, pour ta question. On a une question aussi d'Émilie Ladan. Est-ce que tu veux la poser, Émilie? Tu peux partager ta caméra. OK. C'était sur le plan législatif. Est-ce qu'il y a une obligation d'implantation des bandes riveraines pour les agriculteurs? Ou sinon, est-ce qu'il existe des mesures incitatives de type subvention en échange de bonnes pratiques? Merci. Oui. Ben, en fait, dans le fond, techniquement, la bande riveraine qui part de la ligne des Hautes-Eaux, pour les terres agricoles, doit faire 3 mètres. Donc, à partir de la ligne des Hautes-Eaux, on doit avoir un 3 mètres. C'est sûr que, est-ce que ça recommande d'avoir les 3 strates, mais je ne pense pas que ce soit une obligation. Donc, eux autres, ils ont vraiment une portion de 3 mètres à partir de la ligne des Hautes-Eaux qu'ils ne doivent pas toucher. Cependant, la ligne des Hautes-Eaux, c'est difficile à établir. Fait que souvent, les agriculteurs vont partir du niveau de l'eau puis calculer un 3 mètres. Puis c'est ça. Puis c'est aussi long d'aller aller vérifier si les bandes riveraines sont réglementaires. Fait que oui, c'est censé, mais c'est pas toujours super bien respecté, malgré qu'il y en a qu'on a vu qu'il y avait des super belles bandes riveraines, je sais à le dire. Puis, j'ai oublié l'autre question. Est-ce qu'il y a des incitatifs, des subventions disponibles? Oui, bien c'est ça. Quand je parlais de financement, il y a le programme ALUS là, qui arrive en Outaouais, qui est vraiment pour les agriculteurs qu'on regarde. Il y a le programme Prime Vert aussi. Donc, il y a des subventions qui peuvent, tu sais, Prime Vert, c'est de 70 à 90% des travaux qui sont couverts. Donc, mais ça demande quand même du temps pour l'agriculteur, genre la paperasse et tout ça. C'est pour ça que nous, on essaie de les accompagner là-dedans puis de faire des projets. Mais oui, il y en a. Merci beaucoup.
Émilie, pour ta question. Je vais prendre 2 dernières petites questions rapidement, juste pour qu'on se garde un peu de temps pour la pause. Donc, M. Picard, encore une fois, je vous laisse la parole. Merci Émilie, j'ai beaucoup aimé ta présentation, c'est très clair, très concret et ça provoque chez moi plusieurs questions, dont par exemple une question, quel est l'argument décisif pour encourager, pour faire en sorte que l'agriculteur ou le propriétaire alentour du cours d'eau s'implique pour se donner une bande riveraine? Ça, c'est une question que je ne te poserai pas, mais la question que j'aimerais te poser, c'est plutôt celle-ci. C'est est-ce qu'il y a une différence dans la qualité de l'eau une fois que les bandes riveraines sont faites? Alors, tu nous as montré 2 photos, une il y a 10 ans, une maintenant. Est-ce qu'il y a 10 ans, on pouvait boire l'eau, par exemple? Est-ce que maintenant, on peut boire l'eau? OK. En fait, la rivière Blanche, là, comme je l'ai dit, vu que le sol est argileux dans le sud, là, elle n'est pas, en tout cas, elle n'est pas avantagée là, justement parce qu'il y a beaucoup de matière en suspension dans l'eau, donc ça fait diminuer beaucoup sa qualité. C'est sûr que là, la personne, elle a amélioré sa bande riveraine, probablement juste en la laissant pousser, mais ce n'est pas une bande riveraine de cette dimension-là qui va vraiment faire un impact. Donc, il faudrait vraiment que tous les agriculteurs de Laval vers l'amont le fassent pour qu'on voit une différence. Mais pour ce qui est de boire l'eau, la ville de Tursault boit l'eau, donc il y a un traitement. Là. Donc, à cet endroit-là, la qualité est quand même bonne. C'est vraiment juste les matières en suspension qui sont comme problématiques, mais avec le traitement, c'est correct. Mais c'est, mettons, dans le sud de la rivière, on ne recommande pas aux gens de se baigner là, parce qu'il y a beaucoup de matières en suspension, puis aussi des coliformes fécaux associés aux terres agricoles. Mais si ça améliore la qualité de l'eau, oui, mais ça peut prendre du temps. Puis on peut jumeler ça à plein d'autres. Tu sais, pour les agriculteurs, il y a la bande riveraine, mais il y a plein d'autres manières de conserver le sol qui vont aider. Merci beaucoup, Delphine. On va prendre une dernière petite question rapidement là, de Sylvain Delagrange. Oui, merci pour la présentation. Écoute, je ne sais pas si tu as entendu parler, on a un projet un peu similaire dans la MRC ici au Ruisseau Hébert, où on essaie de contacter les agriculteurs. Puis une des grandes questions qu'on s'est posées, des recherches qu'on a fait d'ailleurs, Ève-Marie qui a posé la question tout à l'heure était impliquée, c'est de savoir comment on construit cette bande riveraine. Puis j'ai vu les photos, elles sont belles là, de ce que tu as présenté. Sur quelle base vous avez fait la plantation ou l'amélioration de la bande riveraine? Quel genre de composition d'espèces, locales ou pas? Est-ce que c'était des indigènes? Il y a des proportions d'arbustes et arbres. Qu'est-ce que vous avez choisi? OK. C'est bien que tu poses la question parce que ça veut sûrement dire que je n'ai pas été 100% claire, fait que je vais pouvoir l'éclaircir. On n'a pas fait de plantation de bande riveraine. Ça, là, ce qui s'est passé en 10 ans, ça s'est fait tout seul. Ou à moins que l'agriculteur ait fait des démarches de son côté, mais ça m'étonnerait là, parce qu'en tout cas, fait que c'est pas nous, c'est vraiment juste si tu t'empêches les vaches d'aller là en mettant une clôture plus loin, ils vont arrêter de piétiner, arrêter de brouter, puis ça fait son travail tout seul. Pour les prochains projets, par exemple, oui, on veut faire des plantations. On n'est pas certain encore. Il y a un organisme, là, évidemment, je ne l'ai pas le nom là, direct comme ça, Arbre Évolution, je pense, qui propose des projets clés en main. Fait que on n'est pas encore allé regarder là-dedans trop, mais on pense consulter ce genre de personnes-là, puis peut-être même vraiment travailler avec eux, puis que ce soit eux qui plantent si le projet a lieu. Là, je parle vraiment beaucoup d'hypothèses, là. Pas d'hypothèses, mais en tout cas, on n'est pas certain encore si ça va avoir lieu, mais c'est ça. Fait que je sais que c'est complexe, mais c'est ça. Il y a des organismes qui sont, eux autres, qui sont vraiment spécialisés. C'est bon, puis en tout cas, il faut mieux être optimiste, là. Je suis d'accord avec toi. Puis juste pour les subventions, nous, on a fait un peu de recherche aussi, puis on voyait qu'il y avait quand même pas mal de subventions, mais souvent, elles partent du 3 mètres vers plus. Donc, c'est pour élargir la bande riveraine légale. Okay. Donc, souvent, les subventions qui sont offertes, c'est plus de 3 à 5 ou de 3 à 15 mètres. Donc, c'est des efforts de plantation en plus de ce qui est légal. Donc,
Ah, bien, Mais c'est bien à il y a savoir, ouais. des incitatifs qui existent. C'est ça. Ben nous, dans le fond, le projet que je lui ai présenté, là, qui était avant la plantation et tout, ça a été, dans le fond, on a trouvé une autre subvention qui n'était pas vraiment en lien avec l'agriculture tant que ça. Fait qu'on pourrait comme combiner une subvention plus classique là, qui nous donne de l'argent pour qu'on puisse planter dans la bande riveraine puis faire l'élargissement après avec des subventions plus appropriées. En tout cas, je suis bien content de voir que la nature, quand on la laisse faire, peut mettre en place des Oui. systèmes bien intéressants. Oui, c'est encourageant. Excellent. Ben, merci beaucoup, Sylvain, pour ton intervention. Puis, Delphine, si jamais tu as des questions dans les prochaines étapes de ton projet, n'hésite pas à contacter Sylvain. Il semble se poser un peu les mêmes questions que toi. Donc, des fois, on peut partager des ressources puis des idées ensemble. Donc, je t'invite, n'hésite pas. C'est un peu l'idée de vous inviter au colloque aussi. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Des collaborations. Donc, on est bien content que je te remercie premièrement d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup là, pour ta très belle présentation. Merci. On va prendre une petite pause de 10 minutes. On va revenir par la suite à 10h10 pour le prochain bloc sur les enjeux sociaux de conservation qui va être introduit par Catherine Turgeon. Puis je vais juste vous mentionner rapidement aussi qu'il va y avoir des prix pour les meilleures présentations étudiantes. Autant pour les longues présentations que les présentations éclairs, que les affiches scientifiques. D'ici demain matin, il va y avoir un kiosque proche de l'accueil où il va y avoir un petit sondage que vous allez pouvoir aller remplir pour voter pour les présentations que vous avez préférées. Je vous invite à voter uniquement si vous avez assisté à la majorité, peut-être pas nécessairement l'ensemble, mais au moins la majorité des présentations. Si vous avez juste assisté à un bloc de présentation, ça va être difficile pour vous de pouvoir faire un vote éclairé sur la présentation que vous avez préférée. Sinon, je vous invite à retourner dans l'espace ISFOR pour jusqu'à 10h10 et on se retrouve ici dans 8 minutes. Donc, merci beaucoup à tout le monde, puis on se revoit très bientôt.